Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Scout en Bourse, la chaîne de l'investissement socialement responsable. Bonsoir à ceux qui sont connectés en live. Je vous rappelle que c'est un webinaire qui est diffusé en live et qui peut être suivi en live si vous le souhaitez. Si vous êtes sur la chaîne YouTube, c'est que vous regardez la rediffusion. Vous pourrez poser vos questions donc sur le forum, bien sûr, ou en commentaire directement de cette vidéo. Si vous êtes là ce soir parmi nous connectés en live, vous pourrez bien entendu poser vos questions à la fin du webinaire. En privé, entre nous, ça ne sera pas enregistré et ça ne sera pas disponible sur YouTube. Alors, on va parler aujourd'hui des ETF. Donc peut-être que certains d'entre vous ont déjà entendu parler des ETF, peut-être que certains d'entre vous savent ce qu'est un ETF. On va juste rappeler brièvement qu'est-ce que c'est qu'un ETF. Donc un ETF, c'est un Exchange Traded Fund, c'est aussi ce qu'on appelle un tracker. On appelle ça un tracker qu'en France d'ailleurs. Et l'avantage d'un ETF, c'est de pouvoir investir plus facilement en mettant à disposition un produit d'investissement donc qui va traquer, c'est pour ça qu'on appelle ça un tracker en France, un indice boursier comme le CAC 40, le DAX ou le S&P 500, ou qui va traquer aussi un secteur d'activité comme le luxe par exemple, l'automobile, le secteur pétrolier ou autre. Donc l'ETF, sa particularité, c'est qu'il permet d'acheter parfois des centaines, voire des milliers d'actions avec un seul produit et dont le montant est généralement faible, 5-10 dollars, 5-10 euros, parfois 50 euros, mais généralement pas plus, ce qui permet d'avoir un portefeuille diversifié, même si on n'a pas des centaines de milliers d'euros en portefeuille. Alors, il n'y a plus de son. Est-ce que toujours c'est bon au niveau du son? Normalement, oui. Peut-être que vous pourriez me le confirmer. Je vais quand même continuer. Normalement, il n'y a pas de raison. Moi, je vois qu'au niveau du son, tout est bon. Mais j'ai des personnes qui, ici en live, me disent qu'il n'y a plus de son. Ok, donc le son est bon. Je poursuis. Merci. Peut-être que les intervenants qui n'ont plus de son, ça vient peut-être de votre côté. En tout cas, a priori, ça fonctionne de notre côté. On continue. Alors, on va parler aujourd'hui d'un sujet bien spécifique. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent à l'instant. On va parler aujourd'hui d'un sujet spécifique au niveau des ETF. Alors, j'ai déjà fait des vidéos que vous retrouverez sur la chaîne YouTube. Je vous invite à aller les regarder qui expliquent les bases de ce qu'est un ETF. On va parler aujourd'hui des ETF, ce qu'on appelle physiques et des ETF synthétiques. En fait, en réalité, c'est des ETF à réplication physique ou des ETF à réplication synthétique. On va décrire comment fonctionnent ces deux types d'ETF, quelles sont les différences entre ces deux types d'ETF, quels sont les avantages et les inconvénients. Alors, on va d'abord commencer par le plus simple, c'est l'ETF à réplication physique. Donc en fait, pourquoi j'ai mis copier-coller ici en description et en image? Parce que pour obtenir un résultat identique et donc pour traquer un indice, le plus simple, c'est de le copier, tout simplement. Et c'est bien ce que font les ETF physiques ou les ETF à réplication physique pour être précis. Donc un ETF qui a une réplication physique, l'émetteur, enfin le gérant de l'ETF, va tout simplement acheter les actions qui composent l'indice que l'ETF a pour objectif de traquer. Donc c'est tout simple, si on traque le CAC 40, on va à ce moment-là acheter les 40 actions du CAC 40. Donc ils reproduisent ces ETF physiques la performance de leur indice en détenant exactement les mêmes titres que ceux qui composent l'indice et dans les mêmes proportions, parce que les indices ne sont pas équipondérés, c'est-à-dire que le poids de chaque action dans l'indice n'est pas égal. Donc évidemment, il faut que ce soit détenu dans les mêmes proportions. Donc ça, c'est pour les ETF physiques, à réplication physique. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les émetteurs d'ETF, pour optimiser leur profit, parce qu'un émetteur d'ETF, il va charger des frais de gestion annualisée, généralement entre 0,5 et 1, généralement pas plus que 1% par an. Ces frais sont inclus dans le prix de l'ETF, donc ils sont déduits de la performance, si vous voulez, c'est inclus dans le prix. Quand vous achetez un ETF à 10 euros, les frais sont intégrés dedans. Et pour optimiser les profits, l'émetteur de l'ETF qui achète les titres physiquement, il va avoir la capacité de prêter, tous ne le font pas, mais
souvent ils le font parce que c'est une source de revenus supplémentaire. Ils vont avoir la possibilité de prêter les titres qu'ils détiennent. Vous savez que quand on fait du prêt de titres, vous allez recevoir une rémunération, des intérêts sur les titres que vous détenez. Et ces titres-là, ce prêt-là va permettre à d'autres investisseurs de faire ce qu'on appelle entre autres de la vente à découvert. Donc dans ce cas, il faut savoir que si l'émetteur de l'ETF le fait, normalement, il est obligé de le signaler dans les documents légaux d'information. Vous devriez avoir la capacité de savoir si les titres sont prêtés ou pas. Et si c'est le cas, il faut savoir qu'il y a un risque supplémentaire, c'est celui du risque de contrepartie. Donc la contrepartie qui détient les titres que vous avez prêtés, si elle fait faillite, il y a un risque de contrepartie. Évidemment, c'est faible, c'est géré, mais il faut savoir qu'il y a ce risque-là, et on va le voir juste après, parce que très souvent, quand on parle des ETF synthétiques, et c'est ce que je vais faire juste après, l'un des principaux risques sur les ETF synthétiques, c'est le risque de contrepartie. Sachez qu'en fait, finalement, il existe aussi un risque de contrepartie avec les ETF à réplication physique. Donc, c'est bon à savoir. En ce qui concerne les dividendes, quand vous êtes sur des ETF à réplication physique, donc soit l'émetteur d'ETF, il reçoit les dividendes et il les réinvestit pour acheter plus d'actions, donc il les réinvestit directement dans l'ETF, soit ils sont distribués donc aux détenteurs de l'ETF sur une base, après ça dépend des émetteurs, sur une base mensuelle, trimestrielle ou annuelle. Donc ça, c'est un point important aussi à souligner, parce que si jamais vous détenez un ETF à réplication physique qui distribue des dividendes, au niveau de l'imposition, vous serez taxé sur les dividendes. Voilà. Alors, la réplication, elle peut être totale. Donc, à ce moment-là, on achète l'intégralité, pour prendre l'exemple du CAC 40, des 40 actions du CAC 40, comme je l'ai expliqué. Et c'est la façon de fonctionner la plus simple, en tout cas la plus simple à comprendre. Sinon, ça peut être une réplication partielle. On va quand même parler d'ETF à réplication physique, même si elle n'est que partielle, parce que parfois, il peut être difficile d'acheter toutes les actions qui composent un indice. Je pense notamment au S&P 500, mais aussi au MSCI World, qui a, je crois, plus de 2000 actions. Et c'est encore plus difficile quand il s'agit d'un indice qu'on va qualifier de exotique. Donc, par exemple, ceux qui intègrent des small caps, qui sont malheureusement peu liquides, ou encore des indices de pays émergents qui ont aussi des actifs sous-jacents peu liquides. Donc, pour éviter les problématiques de liquidité, ou même encore pour économiser en termes de coûts, parce que quand vous allez acheter, vendre des actions qui sont peu liquides ou qui sont exotiques ou qui sont étrangères dans des pays émergents, ça va représenter un coût supplémentaire. Donc, parfois, c'est pour éviter les problèmes de liquidité, mais aussi pour éviter les problèmes de surcoût. Certains émetteurs d'ETF vont choisir d'opter pour une réplication physique seulement partielle. Et dans ce cas, l'ETF ne sera investi que dans les valeurs les plus représentatives de l'indice ou du secteur d'activité concerné. Donc, au final, ça permet d'obtenir une exposition qui est très, très proche de celle de l'indice de référence, mais avec des produits qui auront des frais inférieurs. Et donc, au final, si ça coûte moins cher à l'émetteur d'ETF, ça sera des frais qui seront chargés à l'investisseur final, normalement, qui seront plus faibles. Donc, ça, c'est pour les réplications physiques. Et on va passer au deuxième type d'ETF, donc ceux qui offrent une réplication synthétique. Alors, réplication synthétique, les actions qui composent l'indice ou le secteur d'activité ne sont pas achetées du tout par l'émetteur. Donc, ça permet, entre autres, des économies de frais de gestion. Ça permet aussi des avantages fiscaux parce qu'il n'y a pas de versement de dividendes, il n'y a pas de dividendes à payer dessus. Donc d'ailleurs, les dividendes dans ce genre de situation, comment ils fonctionnent? On va dire qu'ils sont réinvestis. Alors évidemment, comme on ne détient pas les actions, on ne reçoit pas les dividendes, donc on ne les réinvestit pas comme je l'ai expliqué dans un ETF à réplication
physique. Mais là, en l'occurrence, il faut juste comprendre le mécanisme de dividende. Je le rappelle pour ceux qui ne connaissent pas. Vous savez, quand vous avez une action, par exemple, à un moment donné qui vaut 10 euros, si on distribue 1 euro de dividende, en fait, la valeur de 1 euro sera détachée de la valeur de l'action. Vous allez recevoir 1 euro de dividende, mais l'action, le lendemain, elle va valoir 9 euros. Alors, évidemment, avec les marchés qui fluctuent, on s'en rend forcément moins compte parce que d'un jour à l'autre, le prix n'est pas le même. Mais si le prix ne bougeait pas d'un jour à l'autre, un jour, l'action, elle vaut 10 euros. Le lendemain, elle vaut 9 euros après avoir distribué le dividende. Et après, l'idée, bien sûr, c'est que l'action, une fois qu'elle a versé le dividende, c'est ce qu'on espère quand on est investisseur, c'est qu'elle retourne à 10 euros et qu'on ait encaissé le dividende en tant que plus-value. Dans les ETF à réplication synthétique, quand on va dire qu'on réinvestit les dividendes, bien sûr, on ne va pas les réinvestir parce qu'on ne les a pas reçus. En fait, c'est simplement que la valeur, si l'action elle est passée de 10 à 9 après le versement des dividendes, la réplication synthétique, elle va rester à 10. Il ne va pas y avoir Donc, en fait, on dit qu'on les réinvestit. En fait, c'est juste qu'on ne touche pas la valeur de l'action. On rajoute la valeur du dividende dans la valeur de l'action. Donc, c'est juste qu'on ne détache pas, en fait. On fait comme s'il n'y avait pas eu de versement de dividende. Donc, si on fait comme s'il n'y avait pas eu de versement de dividende, au final, c'est comme s'il était réinvesti. Voilà. Pour que vous compreniez comment ça fonctionne. Alors, comment on fait pour avoir une réplication synthétique si on n'achète pas les actions? Eh bien, en fait, c'est là qu'arrive ce qu'on appelle les swaps. Donc, les swaps, c'est des produits financiers qui existent dans plusieurs domaines financiers, comme les actions, les matières premières, très connus sur les devises et les taux aussi. Donc, le swap, en fait, il peut garantir à peu près tout et n'importe quoi du moment que vous trouvez une contrepartie et que les conditions du contrat vous conviennent. Quand je dis conditions du contrat, il s'agit de contrats OTC. Quand on fait des contrats de swap, c'est des produits OTC, donc de gré à gré. Donc le swap, en fait, c'est un échange de flux financiers, donc comme je disais, qui sont régis par un contrat OTC et qui sont liés à l'évolution d'un actif financier. Donc, en fait, quand on investit sur un ETF à réplication synthétique, donc derrière, il ne va pas y avoir un mécanisme d'achat des actions, mais l'émetteur va utiliser ce qu'on appelle un swap de performance pour obtenir la même exposition. Donc, en fait, les swaps, en gros, c'est que, par exemple, vous avez une banque qui a une certaine exposition sur certaines actions. Elle veut se hedger, si vous voulez, elle veut se couvrir par rapport à ce risque, elle va émettre un swap. Et en fait, en fin de compte, il y a bien les actions quelque part derrière au final, mais ce n'est pas détenu directement. C'est juste des swaps de performance. Ça ressemble un peu, si vous voulez, à un CFD, mais au niveau professionnel. Je dis un peu parce que ce n'est pas du tout la même chose quand même. Voilà. Alors, ce qui est important de noter, c'est que quand vous allez arriver sur un produit de swap, en général, il sera ce qu'on appelle collatéralisé, bien sûr, pour offrir une certaine garantie. Donc, en fait, le collatéral, à ce moment-là, c'est quoi? C'est un pool d'actions, un ensemble d'actions qui sert de garantie pour la contrepartie du swap. Bien sûr, parce que dans la finance, vous le savez, tout le monde veut des garanties. Donc, aussi bien vous, quand vous investissez dans l'ETF, vous voulez une garantie qui est un collatéral, aussi bien la contrepartie du swap veut aussi qu'il y ait une garantie de collatéral au cas où les choses ne se dérouleraient pas comme il faut. Donc, ça peut être des titres divers et variés, c'est-à-dire vous pouvez très bien avoir un ETF CAC 40 synthétique et que le collatéral, ce soit des actions américaines. Le collatéral, c'est juste une garantie. Donc, comme je le dis, d'ailleurs, c'est très souvent des actions américaines. Donc, très souvent. Ça dépend des émetteurs. Enfin, c'est tout à fait possible qu'on se retrouve avec un ETF CAC 40 et avec des actions du S&P 500 ou avec des obligations ou avec d'autres actifs. Il faut que ce soit des actifs quelque part qui soient reconnus comme solides. On ne va pas prendre, par exemple, parce que je sais qu'on en parle beaucoup en ce moment, on ne va pas prendre des crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, c'est trop volatile. Ça peut perdre ou monter de 20% d'un jour à l'autre. Ce n'est pas sur ce genre d'actifs qu'on va se positionner pour avoir du collatéral. On va se positionner sur des actifs plutôt stables et surtout qui inspirent confiance
aux contreparties dans la structure de l'ETF. Donc, l'idée, bien sûr, c'est d'avoir du collatéral peu coûteux, voire rentable, donc qui produit un rendement, et dont le rendement se rapproche de celui de l'indice, bien sûr. Alors, je ne sais pas si c'est le slide d'après. Voilà. En Europe, on a ce qu'on appelle la réglementation UCITS. Donc, vous avez des ETF qui sont ce qu'on appelle UCITS compliant, donc qui sont soumis aux lois UCITS. Vous avez des ETF qui ne sont pas UCITS. Voilà. Et si on est dans le cadre de la réglementation de la régulation UCITS, donc cette norme UCITS, en fait, elle laisse pas quand même n'importe quoi. Elle ne permet pas aux gestionnaires d'ETF de faire n'importe quoi, car la partie de swap dans l'actif de l'ETF ne peut pas dépasser 10% de l'actif total du fonds sans être collatéralisé. Donc, en fait, 90% d'un ETF synthétique doit être collatéralisé. Seulement 10% peuvent rester sur du swap pur. Ensuite, alors, pourquoi investir dans un ETF physique? Eh bien, tout simplement parce que déjà, c'est facile à comprendre. C'est simple, c'est un fonds qui est listé en bourse, un fonds qui traque le CAC 40 et qui achète les 40 actions du CAC 40. Donc, c'est facile à comprendre. Déjà, ça, c'est la première bonne raison. Ça peut verser un dividende voilà. Ça permet aussi pour ceux qui souhaitent réellement investir directement dans les entreprises qui composent l'indice. Ça peut être aussi un souhait de l'investisseur de dire, moi, je veux vraiment que mon argent soit investi dans l'entreprise. Donc, à ce moment-là, il faut s'orienter vers des ETF à réplication physique. Bien que, comme on l'a compris, même si vous passez sur un ETF synthétique et que c'est un swap qui crée la performance, en bout de ligne, il y a quand même quelque part un investissement dans l'action de l'entreprise, bien sûr. Donc voilà, pourquoi investir dans un ETF synthétique? Bon, déjà pour les coûts, vous l'avez compris, très souvent les coûts de gestion sont inférieurs sur des ETF à réplication synthétique par rapport aux ETF à réplication physique. Ça permet aussi de pouvoir investir via son PEA. Alors ça, c'est surtout pour les investisseurs français, donc via son PEA dans des ETF qui offrent une exposition hors de l'Europe pour une meilleure diversification. Vous le savez, on avait fait un webinaire sur le PEA. Donc le PEA, d'ailleurs, vous retrouverez l'enregistrement sur la chaîne YouTube. Le PEA, en fait, on permet d'investir dans des actions d'entreprise qui n'ont que leur siège social en Europe. D'accord? Donc un ETF synthétique, en fait, il peut très bien faire la chose qui suit, c'est-à-dire que lui-même, l'émetteur de l'ETF, il va avoir son siège en Europe, et il peut être aux normes UCITS. Il peut avoir un pool d'actions européennes dans lesquelles il investit physiquement, d'accord? Et il peut aussi contracter un swap sur l'indice américain S&P 500 par exemple. Ça vous permet à ce moment-là d'avoir un ETF qui est diversifié. Alors je dis S&P 500, mais ça peut être d'autres marchés asiatiques ou autres. Ça vous permet donc d'avoir un ETF qui est à la fois investi en dehors de l'Europe, enfin qui donne une exposition, si vous voulez, en dehors de l'Europe, mais qui reste éligible au PEA. Voilà. Donc ça, c'est des astuces, en fait, qui permettent d'avoir une meilleure diversification tout en restant dans le cadre du PEA. Et dernier point intéressant pour les ETF synthétiques, c'est qu'ils profitent en général d'un tracking error plus faible. Donc, c'est-à-dire le tracking error, c'est la différence entre la performance de l'indice et la performance de l'ETF. Alors, pourquoi peut y avoir un tracking error? Surtout avec les ETF à réplication physique, parce que le gérant qui gère l'ETF, il va avoir besoin assez régulièrement de réajuster son portefeuille, d'acheter, de vendre des actions. Plus il le fait de façon fréquente, plus il va coller, si vous voulez, à la performance de l'indice, mais à la fois, il va faire exploser quelque part les coûts, parce qu'à chaque fois qu'il va acheter, vendre, ça va faire des coûts, il va exploser les coûts
de gestion de l'ETF et donc finalement il va devoir faire répliquer ça sur les frais qui vont être chargés sur l'ETF. Et évidemment, le monde des ETF est un monde très compétitif. Tout le monde essaie d'avoir les coûts les plus bas. Donc, si on réajuste son portefeuille trop souvent, on va devoir charger des frais plus élevés. On va être plus coûteux, ça va être moins compétitif. On va perdre des investisseurs au bénéfice de ceux qui sont plus compétitifs. Donc, le gérant de l'émetteur qui a une réplication physique, il va toujours être balancé entre est-ce que je rééquilibre régulièrement pour traquer au mieux l'indice ou est-ce que je me permets d'avoir un tracking error un petit peu plus important, c'est-à-dire de ne pas tout à fait coller à l'indice, mais d'avoir des frais plus faibles. Le gérant d'ETF physique va toujours être balancé entre ces deux problématiques et il doit toujours trouver le juste milieu et le juste équilibre, si vous voulez, entre ces deux problématiques, alors que sur un ETF synthétique, on n'a pas ce problème-là, puisque c'est un swap et le swap va permettre de délivrer la performance de l'indice qu'on traque directement. Alors, on a des questions qui commencent à tomber sur le chat. Donc, comme vous le savez, et comme je l'ai dit en début de webinaire, puisqu'on est arrivé maintenant à la fin de cette présentation, je vais attaquer les questions-réponses. Les questions-réponses ne sont pas enregistrées, donc j'ai coupé l'enregistrement. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux ou à vos amis ou sur les forums. La session de questions-réponses n'est pas enregistrée, elle sera réservée que pour les membres qui assistent à la session en live. Si toutefois vous avez des questions et que vous regardez la rediffusion sur YouTube, vous pourrez bien entendu poser vos questions sur notre forum Scout en Bourse ou en commentaire de cette vidéo. Bonne soirée à tous, à très bientôt.